Bonsoir à tous, le plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission, le Club de l'Actu. La Guinée dans l'expectative de l'investiture du président réélu, le professeur Alpha Condé. Nous allons poser cette question ce soir. Faut-il croire à l'électrochoc enfin avec Alpha Condé, réélu pour un second mandat à la tête de la Guinée? Quelle gouvernance dans le cadre de ce second mandat? On posera le débat dans cette émission. L'autre question qu'on se pose ici, Ibrahima Castro Fofana, fait-il peur au RPG Arc-en-Ciel en vue de 2020? Pour moult observateurs, la question n'est pas dénudée de sens, en tout cas à l'allure de la guerre des tranchées sur fond de pics et de flèches empoisonnées entre prétendants au poste de Premier ministre. C'est bien l'allié Kassouri qui est la principale attraction, adulée mais aussi combattue. Et cette autre question, quel avenir pour le principal parti d'opposition en Guinée? La question traverse les esprits et fait débat. Et à l'intérieur même du parti, les tensions se font profondes. La ligne de démarcation entre les courants à l'intérieur du parti se dilate. Et ce qui a précipité l'UFDG dans ce branle-bas de combat à ses premières escarmouches, c'est bien l'échec pour la deuxième fois, donc pour une seconde fois, de son champion Elhadji Cellou Dalein Diallo à une élection présidentielle. Et c'est dans ce contexte que le président réélu, le professeur Alpha Condé, a rencontré la semaine dernière l'un des vice-présidents de ce parti, l'exilé Baouri. Faut-il parler donc de parti de poker mentir? Faut-il parler d'incertitude sur l'avenir de la Cellou Dalein Diallo et de son parti? Nous poserons le débat dans cette émission. Et M. Talibé Barry de City FM, le journal La République, est avec nous dans ce plateau et sur ce plateau. M. Barry, bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau, à l'extrême gauche, Abdourahmane Diallo, journaliste donc indépendant. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonjour, monsieur Diallo. Sur ce plateau également, Alpha Cabinet Sidimé, il est le patron du site actuconakry.com. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Diallo. Et le retour avec beaucoup de bonheur du co-animateur de cette émission, Mohamed Mara, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bon retour chez toi. Alors, on va partir en fausse ouverture, Talibé, avec les sanctions qui ont été infligées. Ce n'est pas passé inaperçu, les sanctions de la Haute Autorité de la Communication infligées au site mosaicguinée.com. Écoutez, nous avons donc parcouru la décision qui a été prise dans ce sens par la Haute Autorité de la Communication. On sait que l'article incriminé avait fait le tour également des réseaux sociaux. Ça avait vraiment alimenté la chronique, d'autant plus que ça parle d'un phénomène dont pratiquement tout le monde sait qu'il existe, mais dont on parle très peu. Donc, qui est presque tabou, quoi. Ouais, l'homosexualité. Donc, cet article le site Mosaïque a publié a donc fait grand bruit. Certains en ont fait leur chou gras, puisque le sujet donc a un certain intérêt, mais d'autres n'ont pas approuvé la photo qui a été affichée de cet homme nu, qu'on accusait d'avoir été pris en flagrant délit de ce qu'on a appelé homosexualité. Donc, déjà, ça avait fait du bruit, mais par rapport à la décision... Quelle lecture vous faites de la sanction? Par rapport à la décision de la HAC, entre journalistes, nous nous étions déjà ici sur ce plateau, disons, plus ou moins érigés contre la publication, la photo qui a accompagné le texte, même si le fait lui-même ne manquait pas d'intérêt, mais l'homme qui a été affiché dans sa nudité, nous étions érigés contre cela. Et donc, c'est un attentat à la pudeur et à la dignité. Oui, bien sûr. Et je pense que vous-même, Mosaïque, vous avez reconnu avoir un peu failli en publiant cette photo telle qu'elle. Mais ce qui me paraît un peu, disons, lourd, c'est d'abord la suspension du journaliste de toute activité pendant 3 mois. Est-ce que je ne minimise pas, disons, la gravité de ce qui a été fait, c'est-à-dire en termes d'affichage d'une telle photo, mais je pense que quelque part, la HAC a eu la main trop lourde, puisque elle a décidé d'éloigner notre confrère de son métier
pendant 90 jours. 92 jours. Et justement, est-ce que en pareille circonstance, vu que je crois que c'est au terme, disons, de votre convocation en tant que directeur donc, du site, que la décision a été prise. Alors, dans ce cas de figure, qui devait, parce que vous êtes la personne morale de ce site, c'est vous qui en assumez l'autorité, est-ce que c'était à vous qu'on devait infliger la sanction ou c'était à votre journaliste? Je pense que... Puisqu'après tout, en dernier ressort, c'est le directeur de publication qui valide et qui donne des consignes même de publication, de diffusion des articles et des images. Et donc, il y a ces aspects que je n'arrive pas à m'expliquer, mais toujours est-il que aujourd'hui, ça ouvre le débat. Ça ouvre le débat. Et la HAC, vous savez, très souvent, quand la HAC prend des décisions, les gens se les interprètent d'une manière quelque peu, parfois, abusive. Et d'autre part, on pense que... Lorsque la HAC elle-même abuse. Oui, lorsqu'elle-même elle abuse. Bien sûr, justement. On est d'accord. Voilà. Parce que parfois, il y a une certaine difficulté à lire les décisions que prend la HAC parce qu'il y a une certaine confusion que certains relèvent dans les décisions que prend la HAC. Mais aujourd'hui, cette sanction est tombée. Je pense qu'il va falloir bien évidemment approcher la HAC pour savoir bien évidemment quels sont les tenants et les aboutissants de 3 mois de suspension des journalistes. De toutes les façons, et bien évidemment, elle est souveraine dans cette décision, mais je pense que je le dis sous le contrôle. Oui, elle est souveraine, mais nous, oui, bien sûr, bien. mais nous qui sommes les sujets concernés par les décisions de la HAC, après une décision, il nous est loisible d'aller demander plus d'explications pour en comprendre le... C'est une controversée. Il y a des instances auxquelles on peut s'adresser. Justement, la Cour suprême elle est là pour ça. Sur les questions administratives, on peut toujours attaquer. Voilà. Bien. On va prendre à gauche aussi. Abdourahmane, votre grille de lecture, très rapidement. Alors moi, je pense que la sanction, elle est méritée, franchement. Quand j'ai cliqué sur le lien, et que j'ai vu la personne qui était vue, il y avait un choc quand même. Non seulement un choc en tant que personne humaine, mais aussi un choc en tant que professionnel des médias. On ne peut pas afficher comme ça le visage d'un présumé. Il ne faut pas l'oublier, j'ai eu la discussion avec Mara, c'était quand même un délit qui a été commis. Il ne faut pas afficher l'image de quelqu'un qui a commis un délit. Et ce n'est pas seulement le cas de ce homosexuel. C'est aussi le cas des personnes qui sont arrêtées. Vous savez, la police a tendance le plus souvent à exhiber leur trophée de chasse. Aujourd'hui est dans une logique à ouvrir le débat réellement sur en tout cas la présentation de tous ces présumés auteurs. Exactement. Donc on a vu ici très souvent les médias audiovisuels le plus souvent prendre l'image de présumées personnes arrêtées dans le cadre d'enquêtes policières. On les oblige à parler, à expliquer, à faire des aveux à la télévision, alors qu'on est en pleine violation de leurs droits constitutionnels. Donc, c'est déjà une bonne chose que la HAC s'en saisisse. J'espère qu'elle va continuer et sanctionner notamment les journalistes. C'est la responsabilité du journaliste de protéger les personnes qui sont prévenues. C'est vrai que quand quelqu'un est arrêté, il faut éviter comment on appelle ça, de tomber dans cette présentation, cette exhibition de trophées de chasse de la police et tout, voir qu'ils ont arrêté des gens. On peut le faire, mais il faut quand même masquer les visages des gens. Parce que derrière, si la justice décide que ces personnes sont innocentes, même si la police a la conviction qu'elles sont coupables, il reste clair que la justice a décidé qu'elles sont innocentes. Et on porte un coup sur leur dignité. Absolument. Et justement, Diallo, je suis tellement d'accord avec Abdourahmane que souvent on a l'impression que la police, qui est accusée parfois de mollesse dans la lutte contre l'insécurité, se cherche des trophées qu'elle donc exhibe. Et bien évidemment, même quand un journaliste, un caméraman a filmé une personne que la police exhibe, il revient en dernier ressort de se dire que cette personne n'est que présumée auteur de ce qu'on lui reproche. Et donc, en se livrant... Talibé, permettez-moi de vous sourire parce que j'ai l'impression que vous contournez un peu ou vous voilez la face sur la volonté politique qui est souvent derrière ces actes-là. Le haut commandement de la gendarmerie,
qui est tant apprécié des Guinéens, en réalité est passé spécialiste justement dans le fait d'exhiber, je dirais même de livrer des gens à la vindicte populaire. Absolument. Il y a un cas encore très célèbre de ce jeune homme-là, pratiquement adolescent, qui a été arrêté avec un groupe de bandits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant l'instruction, on s'est rendu compte qu'il était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, pendant les arrestations. Mais la gendarmerie n'est jamais revenue vers les médias pour dire, écoutez, on a sorti ce jeune homme-là en télévision, alors qu'il n'est pas coupable de quoi que ce soit. Mais à ce niveau-là, tout le monde parle de ce que le journaliste a fait ou n'aurait pas dû faire. Mais on oublie que le journaliste a été très certainement alerté par des services de sécurité, en l'occurrence la gendarmerie. On oublie qu'il a pris ces photos-là, justement, vous voyez les gendarmes d'ailleurs qui apparaissent sur la photo. Absolument. On oublie d'ailleurs que le commandant, je crois, de ce PA-là, de l'aéroport, est intervenu dans des émissions de très grande écoute ici. Et lui, il a dit, bon, c'est vrai que dans ce cas précis, il y avait un cas de, comment on appelle ça, de flagrant délit. Oui. Mais, jusqu'à preuve de contraire, vu qu'on dit que l'autre partenaire avait fui, je pense que celui-là qui a été arrêté peut toujours dire, c'est pas vrai. On m'a pris pour d'autres faits, on m'a déshabillé. Bon. Donc, je pense quand même que le délit, il est à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'on fait de tous les sites internet qui ont repris les mêmes images, sans les voiler? C'est là où moi je me dis que la décision de la HAC, elle est justifiable, certes, mais à mon avis, c'est une décision politique avant tout. Il y a un message qu'on a voulu envoyer à l'endroit de la presse, mais aussi aux populations. La question de l'homosexualité est un sujet tabou. Vous l'avez dit tout de suite. Personnellement, quand le monsieur il a été arrêté, j'ai été d'abord informé quelques jours juste après, notamment le week-end, qu'on voulait le relaxer, sous prétexte que le code pénal guinéen ne prévoyait pas le cas d'homosexualité. C'est qu'il faut. L'article 325 est très clair. Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe est puni de 6 mois d'emprisonnement à 3 ans ferme et avec une amende de 100 000 à 1 million de francs guinéens. Il n'est pas dit de l'une ou des deux peines seulement. Carrément. Vous comprenez? Et d'ailleurs, si c'est fait avec une personne, notamment, comment dire ça, un mineur de moins de 21 ans, alors là, c'est une réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. Donc, vous voyez un peu comment c'est prévu par un texte de loi. Oui, mais moi, je me suis dit, le message politique, il est quoi? On a voulu tout simplement... Écoutez, je vous donne un exemple. Quelques jours, qui datait de quelques jours juste avant. Cette petite fille, membre de Freya, qui a été vue sur les réseaux sociaux et que plusieurs sites, notamment Internet People, ont repris la même vidéo. Il n'y a pas eu de sanction. Pourtant, c'était encore plus grave dans le cas de cette fille-là, en l'espèce. C'était suivi de violence, c'était extrêmement violent. Mais ça a été montré, il n'y a pas eu de sanction. De l'autre côté, les services de gendarmerie qui ont montré justement cet homosexuel-là aux médias, qui nous ont fait... C'est prétendu homosexuel. Bon, vu que moi je le dis quand même, il peut m'attaquer en tribunal, moi j'ai pas de problème, vu que les services quand même de sécurité disent que c'est un cas de flagrant délit. À partir de ce moment, je me demande même pourquoi l'instruction n'a pas été ouverte tout de suite. Parce que ça pose quand même la question. On a voulu, j'ai remarqué que la HAC, très astucieusement, est allée invoquer plusieurs articles de la Constitution. Mais de l'autre côté, on a oublié quand même qu'on était en face d'un délit. Pour le moment, l'homosexualité en Guinée est un délit. Les pouvoirs publics sont en train de l'éviter. Alors, mais la question, en fait, le problème, c'est que la HAC n'a pas assez... Justement. pas dans le cas du délit. Oui, justement. Ce qui intéresse la HAC, c'est le délit de presse. Le délit de presse. C'est le délit qui a été commis. C'est pas Et justement, mon intervention... Vous allez reprendre la parole, Tani. Justement, je vais dire, juste pour clore avec monsieur. Pour clore avec monsieur Mara, ce sur quoi je m'exprime, ce n'est pas le délit que le gendarme commet en exhibant une personne prévenue, c'est le délit que le journaliste commet. Je suis pleinement d'accord. Bien évidemment en publiant une telle image. De la HAC démontre, pour moi, démontre qu'il y avait une volonté politique derrière, affichée justement de ne pas du tout toucher à cette pratique-là. Sinon, 2 jours avant, on avait une fille nue ici sur des sites internet. Tous les jours, on voit des gens qu'on affiche à la télévision nationale. Sidibé est avec nous et je pense qu'il est patron d'un site qui avait aussi tenté de reprendre cette vidéo de cet acte, de ce prétendu acte de viol. Qu'avez-vous à dire? Quelle lecture vous faites de cette décision de la HAC? Est-ce que pour vous aussi c'est une décision politique? Parce que certainement après la diffusion de cet article et de cette image, le pays et le gouvernement ont été mis sous pression de la communauté internationale. D'accord, je vous remercie bien, M. Diallo. Et je commence d'abord à rectifier un peu le tir. Le site d'information actuconakry.com n'a pas publié l'image ou la vidéo en tant que telle. Bien.
Voilà. Donc, c'est la première remarque. C'est important. Justement. Qu'avez-vous fait Voilà, alors? justement. Non, j'ai essayé de prendre, je suis le directeur de publication, le seul habilité à afficher un article de presse. Voici ce que j'ai fait. C'est une capture d'écran que j'ai essayé de faire. Et une fois cette capture d'écran qui a été affichée, là, on ne pouvait pas distinguer la fille clairement. On ne pouvait pas du tout la distinguer. Et ensuite, j'ai essayé de désactiver cette capture d'écran sur le site. Allez-y sur le site d'information actuconakry.com, vous ne trouverez pas la vidéo. Il y avait quel intérêt, Voilà. quel intérêt à afficher cette capture d'écran? Bon, justement parce que moi, je ne voulais pas prétendre, je ne pouvais pas afficher la vidéo en intégralité, vu le respect. C'est toujours la course au justement scoop. ça. Voilà, justement par rapport à ça. Absolument. Voilà. Maintenant, la décision de la HAC, je dis que pour moi, qu'elle soit politique ou pas, c'est une décision vraiment un peu controversée pour moi. Parce que je vois, je vois mal que le... Oui, justement, elle est justifiable. Mosaïque a fauté, justement. Vrai, faut mais, reconnaître. non, attention. Mosaïque a fauté, Mosaïque a reconnu les faits qui ont été reprochés à Mosaïque. Oui, mais attention. Non, bon, poursuite ou pas, ce n'est pas le moment. Nous avons vu déjà une décision de la HAC. Mais ce n'est pas le journaliste qui a tiré la photo qui devrait vraiment être suspendu sur une période de 3 mois. Parce que le journaliste, le reporter, il n'est que le reporter sur le terrain. Il ne peut pas afficher l'article de presse. Il a envoyé à son patron. Vous pensez que cette hack-là est suffisamment bien outillée pour connaître ce fonctionnement des sites internet? Oui, mais justement, la hack est constituée de journalistes. Oui, mais ce sont des journalistes. Oui, ce sont des journalistes. il y a des journalistes qui étaient encore en activité. Ce qu'elle dit, c'est très important. Oui, monsieur Mara, au sein de la HAC, nous avons des brillants journalistes quand même. Nous avons des qui étaient en activité, il y a juste un an encore. Les décisions sont motivées par des textes de loi. Les textes de loi, justement, là, sont lacunaires. D'accord. Même le directeur de la publication du site Mosaïque Guinée, que j'ai suivi sur un média de la place, a reconnu. Ils disent que vraiment que la HAC s'est trompée de cible. C'était lui en personne que la HAC devrait suspendre et non... Donc vous allez me rejoindre. Voilà pourquoi je dis que c'est une décision avant tout politique. Donc vous comprenez, c'est un peu ça que la HAC essaie de revoir à l'avenir, vraiment les personnes qu'elle doit sanctionner suivant de tels actes. Quand même. Bien. Je vous interromps. Pendant la campagne présidentielle, on a connu un mois de campagne. Au cours de la même période, on a déjà vu au moins une fois de supposés malfrats présentés à la télévision nationale. Au moment justement où la HAC exerçait une surveillance accrue sur l'ensemble des médias. Donc au journal télévisé, on n'a pas entendu la HAC. Pourtant, on sait pertinemment que c'est une violation justement d'un texte de loi. Pendant la même campagne, on a vu des enfants, des mineurs de moins de 10 ans, ici dans des affiches de campagne, voire même dans des vidéos de campagne. Bien. On l'a vu. Bien. Il n'y a pas eu de sanction. La HAC, normalement, aurait dû censurer tout cela. Et vous aurez vu, le RPG Arc-en-Ciel, et l'UFDG et tous les grands partis auraient été sanctionnés si la HAC aurait voulu. Quel est le journaliste sur ce plateau qui a une carte professionnelle de la HAC? La HAC, vous prenez les cartes au mois de janvier. Voilà, on n'en a pas. Il ne faut pas non plus. Il ne faut pas câbler la HAC parce que c'est une nouvelle institution de toutes les façons. Et je pense qu'elle elle est censée ne pas avoir assez de moyens. Non, je sais que c'est la vérité. C'est la vérité en plus. La carte professionnelle du CNC. C'est la vérité en plus. La HAC, voilà, c'est l'une des institutions. Elle est à court de vivre absolument. depuis son installation. Donc pour le moment, l'une des institutions les plus mal aimées pour l'instant. Alors on va ouvrir le chapitre politique de cette émission, la Guinée au sortir de cette élection présidentielle, au terme de laquelle le professeur Alpha Condé a été réélu, donc il va se succéder à lui-même. On est dans l'attente de son investiture qui est programmée pour le 21 décembre. On va donc s'intéresser à l'avenir des deux principaux partis de notre pays, le RPG Arc-en-Ciel, le parti donc au pouvoir, et l'UFDG. On va commencer par l'UFDG. Et quel avenir pour ce parti au sortir de cette élection présidentielle? On va commencer par vous, Abdourahmane. On l'a remarqué, il y a beaucoup de tensions, des décisions qui sont prises, des sanctions qui sont infligées ici et là à des militants, à des cadres, à des représentants. Et on voit aussi certaines fédérations qui renouvellent leur confiance à Ella Seydou Dalein Diallo, mais au même moment,
il y a Baouri qui n'hésite pas à prendre le contre-pied de certaines initiatives de la cellule d'Alain Diallo. Alors, ça, c'est inhérent à tous les partis politiques. Après une bataille électorale, je pense que le parti a tendance à se restructurer. Ce n'est pas propre qu'à la Guinée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur des partis, il y a un positionnement. C'est un marché, c'est-à-dire que chaque cadre à l'intérieur du parti essaie de se positionner pour les futures échéances électorales. Alors, vous avez les prochaines communales qui arrivent, donc il faut qu'à l'intérieur du parti, ceux qui sont candidats à ces communales obtiennent le soutien de ceux qui peuvent garantir leur candidature. Donc, il va y avoir des ralliements des deux côtés. Du côté de Baouri, pour ceux qui pensent qu'il faut que Elhadji Cellou Dalein Diallo cède la tête du parti et qu'on laisse la chance à une autre personne de porter les couleurs du parti pour la présidentielle de 2020. à venir, la présidentielle 2020. Et d'abord les législatives à venir, ensuite en la 2018, présidentielle à venir. Et puis il y a ceux qui pensent qu'en fait que Elhadji Cellou Dalein Diallo doit rester à la tête du parti et continuer son combat politique. Son combat politique. Maintenant, ce qu'il ne faut pas quand même occulter, c'est qu'il y a une illusion démocratique dans ce pays, dans la majeure partie des pays africains. Autant l'illusion démocratique, elle est partisane, autant elle est étatique. C'est-à-dire qu'au niveau de nos États, on organise un semblant d'élection démocratique afin de légitimer le pouvoir politique. C'est la même chose qui se passe au sein des partis politiques. Il y a une forme de légitimation nécessaire. Un semblant de démocratie. Un semblant de démocratie. Il y a une forme de légitimation nécessaire. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'UFDG. Et ce que vous êtes en train de voir, ce sont les luttes c'est les luttes partisanes, intrapartisanes qui ont débuté. Déjà, vous avez une suspension du fédéral d'Allemagne, et puis vous avez une exclusion qui vient. Une exclusion qui vient. Du Tourbillon, Mamadou Barry. Bon, on va dire comme ça, mais de toute façon, je pense qu'il y a. Je pense qu'on doit. Non, c'est vrai. Hein. Je pense quand même. Je pense qu'on devrait laisser les gens s'exprimer au sein des partis politiques. Est-ce que c'est l'ordre de l'indiscipline? Je suis d'accord, s'exprimer, c'est vrai, les courants doivent s'exprimer, mais s'en prendre dans son parti. Non, mais c'est pas s'en prendre dans son parti. Dénoncer les défaillances. Quand même, à ce moment qu'on interdise aux partis d'opposition. Non, à ce moment qu'on interdise aux partis d'opposition de critiquer la politique gouvernementale au nom de l'intérêt national. C'est ça. Aboubacar est un dictateur. Non. Il faut laisser les sensibilités politiques. Je pense qu'il faut laisser les sensibilités politiques s'exprimer, et surtout que ce qu'il dit m'a l'air, pour moi, personnellement, m'a l'air assez sensé par rapport à la gestion de l'UFDG. Il y a beaucoup de lacunes. On l'a vu pendant cette campagne électorale qu'il y avait beaucoup de lacunes. Quand j'écoute Baouri qui disait qu'il avait conseillé qu'on n'aille pas à ces élections présidentielles, je pense qu'il avait raison. Parce que c'était une manière de cautionner l'élection d'Alpha Condé, alors qu'on savait déjà que tout était préparé pour sa victoire. Toutes les dés étaient bipées dès le départ. Et on a vu aussi les erreurs qui ont été accumulés du point de vue juridique. Alors là, je vous dis, on était ahuris de voir que dans les réclamations, dans les requêtes qui ont été faites, dans les nombreuses réclamations qui ont été faites par l'opposition, qu'il y avait des choses assez simples qui pouvaient être résolues avant même la tenue de l'élection présidentielle. Cette élection, on aurait pu la bloquer juridiquement s'ils s'étaient pris au bon moment et qu'ils avaient introduit les bons recours auprès des bonnes juridictions. Bien. Sidimé, votre regard sur l'UFDG au sortir de cette élection présidentielle? Bon, d'accord, là, je commence encore à faire une petite remarque. Monsieur Mamadou Barry, que vous avez qualifié, je ne sais de quoi. Voilà, donc, voilà, justement. Monsieur Mamadou Barry, ça fait très longtemps que moi je le suis, de loin, hein. Je ne fais que lire ses contributions, que j'apprécie au fond de moi-même personnellement. Et tous les faits qui ont été dénoncés par ce monsieur qui est malheureusement exclu aujourd'hui et qui semble être fondateur de l'UFDG, oui, bien sûr, hein, membre fondateur, membre fondateur de l'UFDG qui est exclu aujourd'hui simplement parce qu'il ose dénoncer. Voici un militant qui ose demander la gestion financière de son parti. Donc il faudrait au moins que les leaders, les acteurs politiques acceptent des critiques internes au sein du parti. Ça, c'est très important. Et ce monsieur n'a pas l'air vraiment. Voici ce qu'il a dit. Je viens à peine de lire sur sa page Facebook. Il dit, bon, en 2010, que si une équipe qui ne gagne pas, on change de stratégie. En 2013, une bonne équipe qui n'a pas encore gagné, il faut changer certains joueurs. Et la même équipe qui est bonne, et en 2015, je pense,
cette équipe aussi n'a pas gagné, qu'il faut changer d'entraîneur. Donc maintenant, voici une chasse que M. Mamadou Barry et compagnie, parce que là, il n'est pas seul, je l'ai écouté hier, je l'ai eu au téléphone hier, on en a discuté, il dit qu'il y a des fédérations aussi qui le soutiennent. Donc, ce qui veut dire, je ne sais pas si c'est 3 ans. Oui, à l'intérieur ou à l'intérieur, à l'étranger. Il l'a dit. Et parce qu'on a vu, c'est communiqué quand même. À l'intérieur, et à l'extérieur. C'était diffusé toute cette semaine. À l'intérieur et à l'extérieur, comme à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire, pratiquement qu'au sein de l'UFDG, il doit certainement avoir 3 camps. Le clan de Baouri, aujourd'hui, qui est un autre secteur au sein de l'UFDG. Il y a le clan M. Selou Dalein Diallo et compagnie, et éventuellement ce nouveau clan aussi qui soutient farouchement M. Mamadou Barry. Ah oui, vous pensez que Barry, il a la stature de porter quand même un courant celle de Baouri et de Mamadou. Ce qui reste clair quand même, il y a la scission, la division est vraiment tangible et palpable au sein de l'UFDG. Vous allez trop vite à besoin. Non, je ne vais pas trop vite. La scission n'est pas tangible. Non, elle est tangible, mon cher, elle est tangible. Le monsieur est exclu déjà. On parle d'exclusion. Quelqu'un qui n'a pas été suspendu, il n'a pas été averti, on l'exclut définitivement de la course. Du parti. Oui, du parti. Donc, vous voyez, il est membre fondateur. Bien. Donc, pratiquement, cette division, elle est tangible, hein, selon moi. Et pour vous, ça fait peser de l'incertitude sur l'avenir de ce parti, oui, mais justement, attendons d'abord les jours à venir, certainement. Bien. Talibé Barry. Bon, écoutez, les bisbilles et autres tensions au sein de l'UFDG, à mon avis, il ne saurait en être autrement au sortir d'une deuxième élection présidentielle perdue par ce parti, et notamment avec son candidat, Selou Dalein Diallo. Donc, est-ce que, on a vu, par exemple, on sait que le maître des tribillons, c'est comme un Baouri. On a vu à quel point la tension était montée il y a une année entre Selou Dalein Diallo et Baouri, au point qu'on avait prévu un clash, alors là, inévitable. Finalement, les deux hommes se sont rabibochés. Est-ce que, parce que, en fait, de tout ce qui se passe là, ce qui retient le plus mon attention, c'est le face-à-face Baouri-Selou Dalein Diallo. Et donc, aujourd'hui, il suffit que quelqu'un de l'UFDG critique plus ou moins méchamment Selou Dalein pour qu'on le pense être l'un des bras séculiers de Baouri. Et donc, aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est le face-à-face Dalein Baouri. Jusqu'où il ira. Parce qu'aujourd'hui, Baouri, qui se prévaut de la qualité de membre fondateur de l'UFDG, croit dur comme fer, comme qu'il en est le propriétaire à part entière. Alors qu'un parti politique, vous convenez, gens, ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi quand vous introduisez une demande d'agrément, on demande une liste de personnes. Puisque forcément, vous ne pouvez pas faire d'un parti politique une propriété personnelle. Et vous avez vu, dernièrement, il y a eu un congrès au terme duquel beaucoup de choses ont été réglées, notamment le cas Baouri, puisque si il était l'un des vice-présidents dans l'ancien bureau, il en est devenu premier vice-président au terme donc, du congrès passé. Donc aujourd'hui, Selou Dalein, j'ai l'impression qu'il sent un peu la terre, disons, se dérober sous ses pieds. Il essaye de remettre de l'ordre dans son parti. Est-ce qu'il s'y prend bien en suspendant à tour de bras, en excluant certains, comme il est en train de le faire avec le nommé Barry, que vous appelez si justement Tribillon, puisqu'on se rappelle qu'il s'était rebellé encore pratiquement après les élections législatives. Est-ce que Selou Dalein aura le coffre, il aura le bagou qu'il faut pour vraiment éviter l'implosion de son parti. L'implosion de son parti, parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'Alpha Condé
à rencontrer Bahouri à Paris, il ne le fait pas parce que Bahouri a de beaux yeux. Il le fait parce qu'il est dans une logique d'affaiblissement systématique de l'UFDG et pourquoi pas d'implosion ou d'isolement de la cellule de la. Pour vous, quel intérêt Alpha Condé a-t-il de rencontrer Bahouri? Bon, rapprochement entre M. Bahouri et le professeur Alpha Condé, moi je le vois sérieusement, de près d'ailleurs, et dire maintenant qu'il sera dans le gouvernement ou pas, certainement moi je l'ai annoncé sur mon site d'information, actu-conakry.com. Vous avez annoncé qu'il sera dans le gouvernement? Il sera dedans. Oui. Selon mes sources, et je persiste encore, il ne faudrait pas que mon politique. Bon, ça peut être un gouvernement, il y a beaucoup gouvernement politique ou bien un gouvernement de compétences. Mais ce qui est sûr, il pourrait reprendre sa voilà, ce qui est sûr, quand même, le rapprochement entre M. Bahouri et le président Alpha Condé est évident. Bon, mais au-delà de tout ça, moi j'ai une question qui me taraude souvent. Est-ce que ce n'est pas aussi le geste fait par Elhadji Cellou Dalein Diallo qui a facilité ce rapprochement entre Bahouri et le professeur Alpha Condé? Parce que si Cellou Dalein Diallo, qui est président de l'UFDG, acceptait vraiment rencontrer Bahouri, il n'y avait pas de bisbille, il n'y avait pas de problème, tout était clean entre les deux là. Est-ce que le professeur Alpha Condé oserait rencontrer M. Bahouri? C'est l'interrogation. Je vous rappelle que c'est l'UFDG quelque part qui a facilité cette rencontre. Bon, bien avant la rencontre, alors moi je vais voilà. faire une indiscrétion. Bien avant la rencontre, c'est un journaliste résident du côté de Dakar qui a été approché par certains ténors de l'UFDG. Il ne faut pas l'oublier. La fuite est venue de Conakry à actu.net. Il ne faut pas l'oublier. Et déjà à l'époque, on disait d'ailleurs qu'il aurait rencontré, comment il s'appelle, Chantal Cole, et qu'il serait déjà en train de démarcher Alpha Condé. Absolument. Donc, à partir de ce moment-là, un mauvais procès lui a été fait. À partir de ce moment, le monsieur s'est senti lâché. Et qui connaît Bahouri? Pour qui connaît Bahouri, ce n'est pas un homme à se laisser faire. Bien sûr. Forcément, il allait réagir et on a vu, sa réaction, elle a été extrêmement violente. Absolument. C'est tout. Talibé Bari, pour clore. Ça peut être l'UFDG, ça peut être Cellou Dalein, de tout compte fait. C'est le geste fait soit par Cellou ou par l'UFDG qui a facilité le rapprochement entre le professeur Alpha Condé et... L'élan de rapprochement. Oui, l'élan de rapprochement. Alors, le rapprochement, il faut le dire. Eh bien, vous êtes formel là-dessus. Allez-y. Il a ses entrées. Il est formel. Ah, oui. Oui. Okay. C'est quelqu'un qui est très proche du palais Sékou Touré. Oui. Non, pas du tout. Moi, en fait, par rapport à... Je voudrais d'abord réagir à une idée qu'a émise mon frère Mara. C'est que aujourd'hui, Cellou Dalein, il lui faut forcément se réformer, il lui faut forcément réformer, il lui faut forcément changer de fusil d'épaule. Parce que le bras-le-bas qui a commencé dans les rangs de l'UFDG va certainement faire perdre beaucoup de plumes à ce parti. Mais Dalein commettrait... Et attention, les élections locales sont prévues. Justement, et Dalein commettrait une grosse erreur que de s'enfermer dans une position de victimisation en disant que tous mes militants savent que j'ai été volé, alors que comme Mara l'a dit, il avait la latitude à 72 heures, de ne pas y aller. De ne pas aller au scrutin s'il était maintenu à la date du 11 octobre. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, il est plus qu'impératif pour Cellou Dalein, d'abord de se réformer et ensuite de réformer son parti. Puisque après 2 échecs, à 2 présidentielles, et après avoir pris part à une élection présidentielle, c'est-à-dire celle du 11 octobre, alors que le plus aveugle des aveugles devait comprendre qu'en y allant dans ces conditions, il n'avait rien à en tirer en termes de résultats probants. Je pense qu'il faut qu'il fasse son autocritique. Puisque aujourd'hui, son parti est sur une pente glissante. Son parti est sur une jante. Et donc, si il ne fait pas l'effort de réformer son parti, avec tous les coups qu'il reçoit d'abord du pouvoir et ensuite des membres de son propre parti qui l'attaquent sur la base des erreurs plus ou moins inacceptables qu'il a commises, il va perdre et il va se perdre. Et on est aujourd'hui à un stade où il est obligé forcément
d'écouter les critiques et d'oser Et de les réagir. digérer Ouais. pour aller vers cette réforme dont son parti a besoin et dont lui-même il a besoin. Alors, en vous termes de pensez, gestion. donc, rapidement ouais. que pour Ella Seloudala Diallo, c'est terminé ou bien il a encore une chance de rebondir Écoutez, à la tête de son parti? Est-ce qu'il a un avenir moi, je ne en saurais Guinée, en dire, politique en je ne Guinée? saurais dire que c'est terminé pour Cellou Dalein. Si c'était le cas, on aurait dit après la présidentielle de 98, au soir de laquelle Alpha Condé a été arrêté et mis en prison, on aurait dit que ça n'était terminé. Mais Alpha Condé, à combien d'élections il a pris part ici, des élections dont on sait comment elles étaient organisées, bien évidemment, et qu'il a perdu. Mais vous vous rappelez combien de partisans d'Alpha Condé, de cadres importants de son parti, l'avaient laissé en chemin. Et beaucoup même en 2010, quand Alpha Condé venait prendre la part à l'élection présidentielle, il y a beaucoup de ses compagnons qui n'y croyaient plus. Oui. Et finalement, il est arrivé. Et donc, tout dépendra. C'est une question de savoir que Ella Seloudala Diallo peut encore continuer en politique à la tête de son parti, mais c'est une autre question de savoir est-ce que l'UFDG doit continuer à lui faire confiance en le présentant à des élections majeure comme une élection présidentielle. Toujours, il y a un tournant puisqu'on parle de 2020. Si il venait à garder la santé qu'il faut pour continuer à gérer ce parti, et donc s'il continue à en assurer, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Après deux échecs, bien évidemment, si la réforme dont on parle, il s'y met, et si, puisque quand même, il est élu à la tête du parti, je crois, pour 5 ans, au terme du dernier congrès. Donc, il y aura vraiment des agitations, il y aura un Big Bang, mais est-ce que pour autant on va l'en éjecter à travers les différents coups qu'on lui donne? Ça veut dire que, aujourd'hui plus que jamais, cette réforme, ce renouvellement, l'UFDG en a besoin, Cellou Dalein en a besoin, si il veut arriver fort et vraiment convaincant à la présidentielle de 2020. La présidentielle, il y a les locales. Bien sûr, il y a les législatives. Et donc, c'est un tournant important, puisque on a vu que si on prend le score de Cellou Dalein de 2010, de 44%, ça, c'est-à-dire son poids, selon les résultats qu'on donne, est allé en se rabotant. Et donc, qui sait ce qu'il vaudra, ce qu'il pèsera au terme des élections législatives de 2018, puisque c'est un tournant important, un autre test, comme l'ont été les législatives de 2013 par rapport à l'échéance de 2020. Bien, on s'intéresse à l'autre grand parti, le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Et comment vous comprenez cette agitation autour de la personne d'Ibrahima Kassory Fofana, qui a conduit la campagne du président Alpha Condé? Est-ce que le RPG Arc-en-Ciel aussi est dans cette perspective de 2020 et de ce point de vue-là, voit en Kassory en tout cas une menace pour ce parti? Merci bien, M. Diallo. Dans la perspective de 2020, bien entendu. Oui, dire aujourd'hui que M. Kassory constitue une menace pour certes le RPG originel en son sein, parce que là on parle de deux RPG. Il y a le RPG authentique, originel, et le RPG arc-en-ciel qui regroupe un certain nombre de forces politiques. Dire aujourd'hui maintenant que Kassory constitue une menace, bon, moi je ne vois pas cette menace quand même, à partir du moment. Seulement, ce qui est tangible, c'est qu'il y a quand même des petits clans. Chacun essaye de choisir ou de soutenir un de M. Kassory ou bien M. Sidi Touré. En quelque sorte, c'est la course vers la primature qui se dessine à l'horizon. Maintenant, parler de 2020, je pense que c'est si tôt. Mais en ce qui concerne cette attaque, cette affaire de primature, je pense bien que le président de la République, le tout nouveau d'ailleurs réélu, je pense que c'est quelqu'un qui aime faire la promotion des éléments cachés. Il ne faudrait pas que les gens se trompent. Est-ce que réellement M. Alpha Condé, qui est en train maintenant là, de recevoir les acteurs politiques, ne fait pas encore un autre jeu politique pour enfin calmer la situation sociale? Bon, je ne dirais pas divertir, mais est-ce que ce n'est pas pour calmer un peu la vie sociale à Guinée? Mais est-ce que réellement ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui sont citées, qui sont censées être un premier ministre du président Alpha Condé? L'exemple type, nous avons vu Mohamed Saïd Fofana, qui était vraiment méconnu du public.
Et je qui est pense... venu de nulle part. Voilà, qui est venu de nulle part, qui a été Premier ministre pendant 5 ans. Absolument. Cory Kondiano, qui L'application n'était pas d'Alpha aussi... Condé. Voilà, qui n'était pas aussi connu. Donc, il ne faudrait pas que les gens se trompent et que les gens s'agitent si tôt. Moi, je pense bien que le professeur Alpha Condé fera encore la surprise en nommant quelqu'un d'autre, différent de ceux qui sont cités maintenant, comme futur Premier ministre de ce Oui, mais c'est vrai aussi qu'il faut dire que c'est Kassory qui fait objet, en tout cas, qui est la principale attraction. Ou c'est ce qu'on veut peut-être faire croire au grand public. Bon, ou bien peut-être, oui. Attendez, Non, c'est important. On est en politique. C'est important. On est en politique. En général- Qui fait courir tous ces bruits-là Oui, dans mais les monsieur, médias. général, je suis non, pas mais- d'accord parce que Laissez-moi pour- c'est ici en général, d'ailleurs, c'est lui dans une des émissions de la radio Espace, Grande Gueule d'ailleurs, que M. Kassory disait que la primature l'intéresse désormais. Absolument. Donc quelque part, c'est lui qui s'est vendu. Voilà. Non, C'est lui mais qui s'est vendu. depuis cette aujourd'hui, annonce, il accepte quand ses même, coups. c'est pourquoi je pose la question. Depuis cette annonce, il a rappelé Kassory quand même fait l'objet de beaucoup de tirs de barrage venant Il l'a de cherché, venant il de l'a certains cherché. caciques de il l'a RPG cherché. parce Il l'a que cherché. beaucoup, croyez-moi, voient en lui une menace contre leurs intérêts. Alors, mais, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est maintenant que les gens se rendent compte que Kassory va être Premier ministre. C'est pas aujourd'hui. Rappelez-vous, en fait, le fait qu'il soit parachuté au poste de ministre d'État aux chargé des investissements, investissements. c'est parce qu'il n'avait pas réussi à l'époque à faire enlever Mohamed Saïd Fofana, sinon parce qu'il y avait eu des tractations Mais de qui toute restent façon, jusqu'à la fin le du président- le jusqu'à la président- fin de la première mandature. Maintenant, c'est légitime qu'il se batte, qu'il se positionne pour être Premier ministre, puisqu'il le veut. On est en politique quand même. Il a un objectif, il a une stratégie qu'il a mise en place. Et comme le disait Mara, est-ce que derrière tout ce tintamarre qui est en train d'être occasionné, derrière toutes ces polémiques, il n'y a pas une communication bien orchestrée, une stratégie bien organisée pour faire croire aux gens qu'il y a une opposition, qu'il y a un barrage. C'est évident qu'il y a un barrage parce qu'au sein du RPG Arc-en-Ciel, il y a d'autres personnes qui pensent qu'ils sont plus légitimes à occuper le poste de Premier ministre que quelqu'un qui n'a pas, pas mouillé la chemise, mais qui est n'était pas considéré là. comme un arriviste. Il faut le Comme dire, un- qui est considéré comme comme un un arriviste arriviste. au sein de la mouvance De la majorité au pouvoir. au sein de la majorité au pouvoir. Donc maintenant, là, la question, c'est de savoir qui va sortir gagnant du jeu. Alpha Condé, lui, n'a pas choisi son Premier ministre. Il y a 4 qui sont présentés par les médias comme étant les Premier favoris. ministrables, comme étant les favoris. Mais Alpha Condé a toujours fait les surprises. Attendons de voir le prochain décret. Et c'est Moi-même, Moi, Très rapidement. Personnellement, Kassory ou pas, je souhaite sincèrement qu'après 5 ans de gouvernance politique calamiteuse, je souhaite enfin que le président puisse penser à sa sortie. En faisant quoi? En essayant aujourd'hui de ramener ensemble des compétences. Des Guinéens qui vivent à l'étranger, mais aussi des Guinéens qui sont là. Qu'ils mettent ces compétences-là ensemble, d'accord? Essaient de travailler. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être les dauphins éventuellement pour se préparer à 2020, ben bon sang, qu'on les mette la main à l'étrier, qui travaillent. Moi, je pense que Alpha Condé gagnerait aujourd'hui davantage en posant, en ouvrant des grands chantiers, en ouvrant de véritables réformes au sein de l'État, parce que ça, on oublie, ce n'est pas du tout fait. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de dysfonctionnement ne serait-ce qu'en service de sécurité et la justice. Écoutez, on a besoin de cette réforme. Elle va être douloureuse, mais pour que dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on se souvienne que c'est Alpha Condé qui a eu à le faire. Bien. Mais encore, ne l'oubliez pas, si Alpha Condé veut sortir par la grande porte, il faudrait que le RPG lui survive. Or, la route, justement, qu'on veut déjà lui faire emprunter en ce moment, justement, risque de mettre à mort son bébé. Pour clore, Talibé Bari. Pour clore, moi je dirais que Kassory Fofana, quelque part, il prend en pleine figure le coup qu'il a envoyé, en annonçant bien évidemment son intérêt plus qu'important. Sans oublier qu'il y a 2 ans, il insultait tous ces gars. Pour le poste de Premier ministre. Aujourd'hui, alors, Kassory, moi j'ai lu une interview que Sidi Touré a accordée à un site de la place. Il parle de façon à peine voilée, il s'adresse de façon à peine voilée à Kassory quand il dit qu'il y a des gens qui le torpillent au sein du pouvoir. Donc aujourd'hui, moi je me rappelle quand Kassory tenait sa convention, au terme de laquelle il a annoncé son soutien à Alpha Condé, donc la convention de son parti GPT, il disait aux législatives, on y est allé seul, on n'a rien obtenu. Alors, pourquoi ne pas y aller avec Alpha Condé? Parce que, donc, cela veut dire que Kassory sait que politiquement, il ne pèse pas lourd. C'est pourquoi, quand vous parlez de 2020, je me demande... Déjà en 2015, les résultats de Forcaria ont démontré, vous avez vu la percée phénoménale. D'ailleurs, là, je sais le dernier. Absolument, oui. Après le Premier ministre, lui-même Kassory et d'autres. Ils sont originaux. Donc, c'est que... Moi, je pense que Alpha Condé, franchement, ça me surprendrait qu'il nomme
Kassori au poste de Premier ministre. Parce que je l'ai dit et je le répète, Alpha Condé n'aime pas qu'on lui fasse ombrage. Absolument. Et Kassori ne peut pas tenir dans une boîte. Il ne peut pas tenir dans une Les boîte deux ne peuvent pas. lorsqu'il est à ce poste de Premier ministre. Car Alpha Condé, comme il l'a fait, Saïd Fofana, pour terminer, Saïd Fofana, il est sorti des rangs du parti de Kassori. Bien. Vous ne Alors, pouvez pas si, savoir. si- Et pour terminer, comme je le disais, Alpha Condé nous a sorti pratiquement de nulle part Kori Kondiano pour en faire président de l'Assemblée nationale. Donc, Alpha Condé nous surprendra alors là, très très désagréable. Donc vous ne croyez pas trop à désagréable. l'électrochoc, C'est- à l'électrochoc donc c'est un avec économique qui ce va second sortir. mandat d'Alpha Condé. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Talibé Bari, des City FM, Sidimé, des Actu Conakry, Abdourahmane, journaliste indépendant, et Mohamed Mara, le co-animateur qui signait son retour dans cette émission. Merci à l'équipe de cadrage. Merci à vous qui nous avez regardés depuis Bokeh. Au revoir, portez-vous bien.